difficile de faire la transition, puisque si je résume, on est parti de l'automatisation, l'orchestration, méthode agile, CMMI, cycle en V, pour arriver finalement à de la stratégie et le besoin de faire en sorte que vos collaborateurs soient dans une approche collaborative, voilà, avec le citizen development. C'est un petit peu ce qu'on amorce chez, c'est pour ça que ça résonne un petit peu, j'en profite, ce qu'on amorce chez OVH, et vous comprendrez peut-être un petit peu pourquoi plus tard. Voilà. Merci en tout cas pour nous donner l'occasion d'échanger. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Benoît, CTO. On me souffle dans l'oreillette que la présentation est plus ou moins pas prête. Donc on va attendre juste 30 secondes que Maxime la réintègre et on va pouvoir démarrer. On avait prévu 2 heures, je crois que c'est ça, non? Ouais, en plus tout le monde a faim, donc on va essayer de faire court. J'imagine que tout le monde se réjouit d'aller manger. Peut-être ce qui fait notre proposition de valeur, pourquoi? Alors, on a parlé de l'agilité qui est recherchée, de ce que vous offrez au travers d'une base de données relationnelle, comme on disait avant, dans l'ancien temps, avec de l'agentisation et un certain nombre d'autres technologies à travers de l'IA. Et donc, tout ça explicitement s'appuie sur un sous-jacent qui est quelque part l'infrastructure, mais pas seulement. Effectivement, ça a été un grand sujet et vous avez tous été plus ou moins confrontés donc, à nos décisions de migrer d'hébergeurs. On va rentrer dans les détails juste après, mais c'est un projet qui a duré 1 an et quelques de A à Z, entre la sélection du fournisseur et l'exécution de la migration qui a eu lieu en juin, si j'ai bonne mémoire. Juin. Je vois des hochements de tête, ouais, c'était en juin. Donc oui, un long parcours, un chouette retour d'expérience aussi. Si on a parmi vous qui sont intéressés d'en parler plus en détail, eh bien on peut en parler juste après, durant le lunch. Parce que voilà, il y a eu pas mal de problématiques et c'est pas des sujets auxquels on est confronté tous les jours. Problématiques que l'on a couvertes et le projet aujourd'hui a été mené à bien par toute l'équipe. Donc c'était plutôt positif. Pardon, on peut peut-être débuter sans... l'idée, en fait, on avait dit de commencer... Petite intro d'OVH pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Alors OVH, aujourd'hui, c'est une société qui a 25 ans. Elle est née à peu près en même temps que VMware, d'ailleurs, dans les années 98, 1900. Petite progression, pas forcément le succès fulgurant qu'a connu la virtualisation et les problématiques de rationalisation au travers de VMware, mais un parcours intéressant. Aujourd'hui, ce sont à peu près 3000 collaborateurs. À peu près 50% des collaborateurs, c'est-à-dire 1 sur 2, sont embauchés à l'extérieur. C'est de moins en moins une entreprise française et de plus en plus une entreprise mondiale. Nous sommes le leader de ce qu'on appelle de la souveraineté et nous sommes un service cloud provider. À la différence de ce qu'on appelle les Equinix, enfin les interactions, on ne fait pas d'hébergement à sec. Comme une coopérative, on gère l'intégralité de la cinématique de nos serveurs, de nos data centers, et donc nous sommes un industriel, ce qu'on appelle un manufactureur. Voilà, donc on construit, on assemble, on a de la supply chain, on a de la reverse supply chain, on est vertueux sur un certain nombre de champs comme le Green IT. Ça y est, on les a, donc je vais pouvoir anticiper et continuer. Ouais, non, bon. Pardon. Donc rapidement, quelques chiffres. 46 data centers sur à peu près toutes les plaques, à l'exception de l'Amérique du Sud, qui est un marché un peu particulier, assez protecteur, où on va aller au travers de ce qu'on appelle des local zones, c'est-à-dire que là, pour le coup, on va s'appuyer sur des gens qui sont des carriers et apporter nos technologies. Aujourd'hui, vous allez retrouver, alors chiffre d'affaires un peu plus d'1 milliard. 50% des effectifs sont encore en France, mais comme je le disais, la croissance est à l'extérieur. Un marché assez dynamique et on a aujourd'hui 2 propositions de valeur, ce qu'on appelle du IaaS ou IaaS++, c'est-à-dire de l'infrastructure as a service, plus ou moins managée,
avec une nomenclature, c'est-à-dire 400 références de serveurs. Donc ça, c'est vraiment notre métier d'industriel et c'est ce qui fait notre proposition de valeur, c'est-à-dire le ratio coût-performance et simplicité. Et puis, on monte sur la valeur au travers d'une offre PaaS avec aujourd'hui plus de 40 services où vous allez retrouver du Kafka, du Kubernetes, de la base de données managée et tout ce qu'on peut trouver chez les 3 autres hyperscalers qui, à eux seuls, bien évidemment, représentent 85% de part de marché. Donc on est, selon l'IDC, le premier CSP européen avec une dimension mondiale. On est souverain par définition et par design. Et aujourd'hui, on se développe. Donc, on a 3 AZ en France, on a également 3 AZ en Italie et en Allemagne bientôt. Puis vous connaissez, je pense, sinon l'ensemble des data centers que l'on peut avoir sur Strasbourg, Gravelines, etc. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, sinon te laisser la parole sur tes choix, peut-être? Oui, effectivement, je vois que tout doucement ça arrive. Sinon, on continue sur notre présentation, Max, il n'y a pas de souci. Tu peux remettre notre présentation, on va enchaîner. Voilà. Oui, qu'est-ce qui t'a amené finalement à choisir OVH voilà, par rapport à l'architecture Donc, existante En parlant d'architecture, je voulais vraiment prendre 1 minute pour vous donner un petit aperçu d'aujourd'hui TimeTonic ce que c'est, parce que vous voyez TimeTonic, c'est un produit SaaS, hein, donc vous voyez votre compte, votre espace et ce que ça représente. Mais donc forcément, moi je vois la globalité. Et aujourd'hui, TimeTonic, en quelques chiffres, c'est plus ou moins 7 Tera de base de données. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. 25 Tera de fichiers, 120 millions de lignes actives au travers des carnets de vous et de encore plein d'autres gens qui ne sont pas là. Plus ou moins 1 million d'appels API par jour, 1,8 million requêtes web et 150 000 exécutions d'automatisation chaque jour. Et cela augmente forcément avec le nouveau moteur. Donc tout cela a été migré en juin, comme je l'ai dit, et comme l'a dit Jean-Michel, avec 2 minutes de coupure. On n'aurait pas su faire sans, c'est le temps de propagation des DNS. Et suite à ces migrations, on a pu diviser le temps des carnets par 3. Ici, c'est un petit GIF, c'est pas du tout visible, mais je vous invite à regarder là. Donc j'ai fait un petit GIF animé vraiment de ce qui se passe sur le WAF, donc sur le point d'entrée principal du réseau. Et voilà en temps réel. C'est comme ça 24/24. Alors notre besoin, et ce qui nous a amené chez OVH, le premier besoin, c'était la scalabilité. Et donc, la topologie de besoins de TimeTonic, il y a 2 ans, quand j'ai rejoint, et aujourd'hui, a complètement changé. Une réelle montée en puissance, des besoins aussi avec beaucoup plus de pics. Et on va en parler peut-être, mais par exemple, les nouvelles automatisations amènent d'autres problématiques où l'utilisation est un peu moins lissée, mais de par la volumétrie de données, eh bien, on est confronté à vraiment des pics de surcharge. Typiquement, quand quelqu'un décide d'envoyer un email à 100 000 personnes, par exemple, eh bien, ou exécuter 10 000 automatisations d'un coup, ou recalculer toutes les formules d'une table gigantesque, eh bien, nous, on doit absorber ça. Donc, on avait besoin de granularité dans la mise à l'échelle de la plateforme, granularité par service, granularité dans la mise à l'échelle horizontale ou verticale. Avoir aussi une meilleure assurance de notre plan d'assurance qualité et de plan de retour, de reprise d'activité, pouvoir le tester de façon continue, pouvoir l'industrialiser et pouvoir être pleinement en maîtrise de tous les éléments qui constituent cette gestion de risque qui, pour moi, est priorité numéro 1. Notre engagement de souveraineté, on est intransigeant sur ce sujet et on va le rester. Donc, forcément, on n'a regardé que des prestataires qui étaient en France.
L'offre de services infogérés auquel vous avez peut-être été confronté depuis quelques mois. Nous proposons des services infogérés. En fait, c'est pas vraiment de l'infogérance, mais c'est vraiment de la gestion pour vous, que ce soit du N8N, que ce soit du LLM, mais également la présence d'offres HDS et Secnum Cloud. Et puis le dernier point, c'est la compétence en interne. On a une équipe très talentueuse qui jusqu'à aujourd'hui était un peu à l'écart justement de cette compétence infrastructurelle. Et le code et l'infra sont des éléments qui vont de pair. Donc il était important que tout le monde puisse monter en compétence sur le sujet. C'est pour laquelle on a décidé de le reprendre en interne. Et donc on a sondé pas mal de prestataires. Je ne vais pas les nommer. Ou pas, non, je ne vais pas les nommer. Et on a finalement choisi d'opter pour OVH. Et les critères essentiels, c'était sur la qualité, la robustesse, la résilience, les services offerts. Oui, en fait, okay. Non, j'allais y revenir après, mais c'est très bien. Les critères pour moi qui étaient les plus importants, c'était la possibilité de pouvoir déléguer quand même des composants assez peu scalables si on devait le gérer nous-mêmes. Je parle par exemple du load balancer et de tous les points d'entrée de notre application qui sont plus des composants réseau que des composants infrastructurels. Et donc ça, OVH nous propose des solutions vraiment très intéressantes. Il s'appelle Octavia, alors je ne sais pas si c'est un rapport avec... Exactement, c'est ça, c'est Octavia. Pardon. C'est la présence de OpenStack, donc qui est la plateforme cloud de OVH, qui est un outil open source qui dispose d'une API qui nous permet de connecter du coup des outils d'industrialisation, de monitoring et d'automatisation pour pouvoir nous-mêmes déployer à l'échelle de façon automatisée. Et alors le dernier point, c'est l'interface et la capacité de pouvoir manipuler tous ces éléments de façon aussi bien visuelle que via du code. Et les deux pouvaient être faits depuis OVH. Bien, merci. Alors, ce qui fait peut-être notre proposition de valeur, c'est peut-être un peu le motto que vous connaissez, c'est la réversibilité. C'est-à-dire le fait que quand vous venez chez OVH, il n'y a pas de lock-in. Vous posez vos applications, vous avez la possibilité effectivement d'être sur une infrastructure dite public cloud qui est basée sur l'OpenStack, voilà, qui est réversible. Il n'y a pas de coût caché parce qu'aujourd'hui on n'a pas ce qu'on appelle des Y, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous facturer, on ne va pas vous laisser rentrer, puis ensuite quand vous allez vouloir sortir éventuellement vous facturer ou vous surfacturer. On est souverain par design, c'est ce que je disais, et puis j'ai vu plein d'acronymes sur la notion de Secnum Cloud, HDS et d'autres certifications. Je ne sais pas si vous êtes tous extrêmement bien informés sur ce qu'est le Secnum Cloud. Oui, non. Alors, la notion d'OIV, peut-être, d'opérateurs importants vitaux, c'est quelque chose qui vous parle. Les OSE, ça vous parle peut-être aussi, des opérateurs de services essentiels. La différence entre un OIV et un OSE, c'est que les OIV dépendent de la loi de programmation militaire. Elle a différents volets, finances, etc. Donc vous allez trouver des opérateurs vitaux pour la nation, bien évidemment, donc l'énergie, le régalien, etc. Et puis la notion d'OSE, aujourd'hui, elle est un petit peu redéfinie ou revisitée, j'en profite, par la directive européenne qui s'appelle NIS 2. On avait à peu près 800 ou 600 OSE en France. Voilà, et ils vont devenir à peu près 15 000. Donc on va passer, donc ça va vous concerner tous et toutes, et ça va concerner donc principalement les éditeurs, bien évidemment. Et quand je vois finalement vos partenaires, notamment Equance, Veolia, la SNEF, etc., Orano. Je suis trop long. Tous ces gens ont des informations un peu sensibles. Alors, je ne vais pas rentrer sur la notion de PPST, de PSTN, d'instruction interministérielle 901 qui définit des documents restreints, diffusion restreinte, classifiés, etc. Mais NIS 2 a pour objectif, effectivement, de répondre et de redéfinir des classes qui sont liées à ce qu'on appelle des entreprises élémentaires et entreprises importantes, essentielles, concernant effectivement une notion de confidentialité des aspects réglementaires
réglementaire et contraignant pour ces entreprises, dont OVH fait partie. Donc OVH aujourd'hui est un élément structurant pour les gens qui sont assujettis, enfin qui sont OIV, OSE, EEI et qui ont des problématiques réglementaires. Alors le lien avec HDS, qui est la partie données de santé, qui vous intéresse particulièrement parce que on parlait de dispersion de fichiers Excel, d'automation, d'orchestration et de proposition de valeur pour faire pas simplement de la GMAO dans l'industrie, qui est un peu mon premier métier, mais je n'y reviendrai pas. Mais voilà, c'est un cas d'usage, je pense, assez courant. Et le HDS est par défaut quelque chose que l'on offre sur l'ensemble de nos services, produits et services évidemment au sens Kubernetes, par exemple, Kafka, base de données. Donc ce sont des certifications qui sont disponibles sur l'ensemble de nos data centers. Tout à fait. Tout à fait. Et on en profite également pour offrir justement cette offre qui est posée sur la brique HDS que nous fournit OVH. Pour enchaîner, en termes d'architecture, aujourd'hui, j'ai fait un petit schéma qui est très sommaire, mais qui permet un peu de montrer quels composants natifs OVH nous utilisons et ce que nous avons en interne. Et donc, on va pouvoir voir qu'on va avoir un Cloud Firewall avec toute la gestion DNS en amont. Ça, c'est totalement délégué à OVH, par exemple. Le load balancer qui nous permet, par exemple, pour les automatisations, on a plusieurs serveurs et ce load balancer va répartir la charge entre les différents serveurs selon le volume d'entrée. Ce qui nous permet de faire une mise à l'échelle du coup horizontale et d'ajouter des serveurs de façon totalement transparente pour vous. Et donc, d'autoscale. Oui, d'autoscale, ou même manuellement. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on peut faire les deux. On a différents services dans TimeTonic. On a le cœur applicatif, mais autour, on va retrouver différents services. Les automatisations, l'authentification, qui devient vraiment un élément très central de l'expérience TimeTonic. Les différents services qui sont interconnectés. Je pense par exemple à l'envoi des push sur l'application mobile. C'est un service séparé. Et puis alors, on va retrouver des interfaces spécifiques que l'on développe pour vous. Des imports, des connexions avec les GMAO, les ERP et autres. Et puis derrière, les bases de données. Puisque vous savez, depuis maintenant presque 1 an, on a déménagé pas mal d'entre vous sur des bases dédiées. C'est quelque chose que l'on souhaite encore mieux accompagner dans le futur parce qu'on est bien conscient que c'est important pour vous, c'est aussi important pour nous de bien gérer cela et donc pouvoir vous mettre sur des clusters dédiés. Et alors le dernier point que l'on a totalement délégué chez OVH aujourd'hui, c'est le stockage de fichiers où on est passé sur un stockage dématérialisé qui s'appelle S3, qui est une technologie qui à la base était inventée, je pense, par Amazon, et qu'ils ont maintenant open sourcé et que n'importe qui, enfin pas n'importe qui, mais beaucoup d'hébergeurs, on aurait pu le faire nous-mêmes, mais OVH propose un service S3 totalement managé qui fonctionne très bien, ce qui veut dire que chaque fichier est répliqué automatiquement à 3 endroits. Donc les 27 Tera de fichiers sont répliqués automatiquement dans 3 zones géographiques avec du versionning intégré, etc. Donc il n'y a quasiment aucune chance qu'un souci arrive. Et par-dessus, donc, sur le dessus de mon architecture, vous allez retrouver l'observabilité et la télémétrie qui sont des éléments essentiels. Pouvoir nous-mêmes être alertés, gérer des alertes sur les systèmes et pouvoir vérifier que tout fonctionne bien. Et puis alors la couche de déploiement continu et de test. Mais ça, c'est plus lié au développement. Et donc aujourd'hui, notre intégration OVH, et là-dessus tu vas pouvoir donc rebondir, concerne différents produits et on est très éparpillé, on va dire, dans la gamme produits OVH. On va retrouver du public cloud, du bare metal. Donc le bare metal, ça va être du serveur physique, la gestion DNS, le firewall, load balancing, j'en ai parlé, le S3, le glacier. Le glacier, c'est là où sont stockés par exemple nos backups. Donc on a de backup à chaud, on a des backups à froid qui sont dans un glacier. C'est du stockage un peu moins coûteux, mais qui permet plus de volumétrie.
Et alors, on va retrouver la gestion de plusieurs régions. On va être répartis sur différentes régions géographiques, multi-AZ. Et alors, le HDS et le SecNum Cloud. Voilà, c'est un petit peu l'inventaire de ce que nous consommons aujourd'hui chez OVH. Peut-être sur le stockage S3 et les glaciers, aujourd'hui, c'est une même classe. Ce sont des classes de service, c'est ce qu'on appelle de l'auto-tiering. Donc, on a 4 classes de service sur la partie S3, qu'on appelle du high-perf, du standard. On a un mode un peu hybride qui permet d'avoir, je dirais, un compromis intéressant. Et in fine, on a effectivement la possibilité aujourd'hui d'aller mettre ça sur ce qu'on appelle des buckets, sur des bandes. Et on a une granularité au niveau de l'objet. Donc tout ça est complètement intégré aujourd'hui avec du tiering, c'est-à-dire la capacité de gérer, on va dire, une certaine sensibilité de données en fonction de leur chaleur, comme on dit. Sur la partie HDS, donc il faut comprendre que cette certification passe par des activités, 6 activités de 1 à 6, qui vont de l'hébergement jusqu'à la partie service manager, enfin la partie IT jusqu'au service manager en passant par tout ce qui est stockage. Et il y a il me semble que c'est une instruction ou une directive qui est sortie concernant quelques obligations liées à l'infogérance pour les éditeurs qui ne sont pas certifiés. Ils peuvent être certifiés sur le bâti, c'est-à-dire sur l'infrastructure, puisque nous, on est certifiés sur la partie HDS de 1 à 6. Mais par contre, si vous opérez vous-même pour le compte d'un tiers des données de type santé, vous devrez aussi vous certifier. Ce qui fait que souvent, Cindy est là, on travaille avec un certain nombre de partenaires intégrateurs. On parlait de la valeur de l'écosystème tout à l'heure, qui ont eux cette capacité à opérer pour votre compte et ceux de vos clients en toute sécurité ces données. Pardon. Juste peut-être, personne ne m'a posé la question encore parce qu'on ne vous l'a pas demandé, la différence entre HDS et SecNum Cloud, ce que l'on aperçoit par rapport à NIS2, c'est une anticipation d'un certain nombre justement au travers de NIS2, des entreprises, on disait, essentielles et importantes, le fait que certains GHT ou CHU, au travers de leur sensibilité, peuvent aujourd'hui, non pas prétendre, mais aller plutôt sur du SecNum Cloud, qui est un peu englobant. Voilà, donc on peut avoir parfois, non pas cette dichotomie entre HDS et SecNum Cloud, mais on peut avoir effectivement un petit flou aujourd'hui, sachant que la transposition, comme vous le savez ou pas, de cette directive européenne va prendre encore un petit peu de temps. Voilà. Alors, d'autres sur ce domaine ont fait un pari. Je crois que vous êtes en certification ISO 27001, si je ne dis pas de bêtises. On y travaille, en effet. Voilà, ce qui est important, parce qu'à la fois pour HDS et pour SecNum Cloud, c'est un peu un prérequis sur les exigences techniques et fonctionnelles, un canevas qui doit regrouper, on va dire, 90% des besoins. Et notamment, certains pays ont déjà différé, comme la Belgique, pour utiliser sur on va dire, la transposition justement de la directive NIS2, le fait qu'être certifié au 27001 était finalement un prérequis suffisant. Voilà. Très intéressant. Alors, je pourrais vous dire plein de choses, mais je pense que vous avez faim. Moi, j'avais juste envie de rebondir rapidement sur le fait qu'on n'est pas simplement un industriel, qu'on a d'autres vertus, et ces vertus, c'est ce que vous avez vu toute la matinée, c'est cette approche écosystémique, cette collaboration virtueuse. Voilà. Et notamment, je crois que c'était Equans qui parlait des problèmes de mécanique générale vibratoire concernant le pantographe, qui crée une onde et qui nécessite éventuellement d'aller mettre en place de la vidéo, non pas surveillance, mais intelligence, qui passe par la vidéo-surveillance, et pour lequel on a effectivement un certain nombre de, comme ça j'enchaîne, on a un certain nombre de modèles de LLM sur étagère. Voilà. Vous savez qu'il existe encore une autre directive qui s'appelle IACT et qui doit permettre à toute entreprise qui a justement sur le domaine de la souveraineté un certain nombre de prérequis, notamment les banques, de démontrer l'explicabilité des modèles, leur ouverture, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, ce que l'on offre aujourd'hui, on parlait d'N8N, donc l'agentisation, on parlait du
On parlait du LLM, des LLM. Alors c'est un peu la course à l'échalote parce que si vous regardez bien en termes d'inférence, chaque métier va profiler son modèle, etc. Donc ça vient vraiment de la commodité. Et donc nous, on va rester sur l'inférence. On ne va pas être une méga factory qui va entraîner des modèles et faire du deep learning, etc. C'est pas notre business model. Mais par contre, vous offrir sur étagère effectivement ces LLM qui vont vous permettre d'aller gagner en agilité au travers de connaissances métiers qui sont liées finalement à vos clients finaux, c'est-à-dire de faire sur des bases de données, sur ce qu'on appelle du VB, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Moi, ce que je dirais en termes de remarques, ce que je vois en termes d'analyse, en termes de prospective, si on revient, c'est effectivement la question des développeurs, sachant qu'aujourd'hui, on peut mettre en place des usines de développement bas coût, qui ne nécessite pas forcément, avec du no-code ou low-code, beaucoup de compétences, mais qui nécessite quand même d'avoir une base de connaissances qui soit extrêmement bien renseignée. Et donc, on va passer, je pense, d'un métier où on avait des experts vers un métier de commodité où on aura besoin d'avoir finalement ou d'entretenir cette connaissance métier pour qu'elle soit pertinente et qu'elle apporte de la valeur. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, dans vos cas d'usage. Non, absolument, effectivement. Peut-être on peut revenir sur la présentation pour boucler. Voilà, merci. Et donc aujourd'hui, notre ambition, forcément, n'est pas de rester là et donc en plus capitaliser sur ce socle que nous offre OVH pour continuer encore et toujours à améliorer les performances. Notre base utilisateur grandit de jour en jour. Le nombre de données que vous encodez dans TimeTonic grandit également. Et donc on est là pour accompagner ce besoin au jour le jour. Continuer d'avoir cette granularité totale sur l'évolution de chacun des composants que vous avez vus dans les slides précédents. La sécurité est également élément intransigeant. Perso, je suis beaucoup les alertes sur les failles de sécurité, les data leaks que l'on peut avoir, et particulièrement en France, il y en a énormément pour le moment. Voilà, donc on est hyper vigilant sur le sujet et c'est prio numéro 1. Sur notre plan de recovery, notre PRA, aujourd'hui, on veut encore aller plus loin et aller vers du PRA instantané en dédoublant encore quelques composants qui ne sont pas encore totalement dédoublés, voire les tripler, afin d'offrir une reprise d'activité quasiment instantanée, sauf si OVH aussi est par terre, un peu comme on a vu avec AWS ces derniers mois. Mais c'est quelque chose qui est peu probable au jour d'aujourd'hui. Et puis alors le dernier point, on en a parlé, c'est l'intégration de l'IA. On en reparlera encore beaucoup aujourd'hui, j'imagine. C'est un élément central pour vous, pour l'évolution de tout métier qui fait appel à la connaissance. Et pour nous, pour moi en tant que développeur, et pour nous, en tant qu'éditeur, c'est quelque chose de très central et on veut continuer à l'intégrer dans TimeTonic, mais aller vraiment encore un cran plus loin et sans en parler, je peux vous dire que ça va arriver. Et là-dessus, OVH nous offre toutes les briques aussi nécessaires pour pouvoir mener cela à bien. On parlait tout à l'heure de créativité, de redonner peut-être non pas un rôle prépondérant aux collaborateurs, mais en tout cas de pouvoir avoir d'autres voix que les développeurs. J'étais chez MG10 hier et ce que je trouve intéressant, c'est justement les réflexions qui naissent de l'agentisation, de l'apport des LLM, etc. et de la possibilité, notamment sur les règles, on va dire, de sécurité, le durcissement finalement ou alors le juste milieu, parce que là c'est pareil, c'est toujours bénéfice-risque, c'est de pouvoir rapidement définir des canevas ou une baseline, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qu'on peut appliquer
d'appuyer sur un existant et surtout de faire, non pas du reverse ingénierie, mais remonter le temps pour voir au travers de ce nouveau canevas si l'ensemble de vos développements finalement sont compliant. Donc je pense que c'est un outil de décision très intéressant et que ça va continuer à s'accélérer fortement. Je ne sais pas si vous travaillez avec des IRM, ce qu'on appelle des gens qui font du risk management, qui vous donnent en fonction de vos risques métiers, finalement, quelles sont les bonnes pratiques. Mais ces gens-là, aujourd'hui, sont extrêmement exposés, effectivement, à l'évolution et à l'apport de ces technos. Oui, bien entendu. Bien entendu. Et cette gestion de risque fait partie également de la norme ISO. C'est un des piliers fondamentaux. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas. Je vois qu'on est pile poil dans le timing. J'imagine que tout le monde a faim. Merci infiniment de présenter un petit peu. Je pense qu'on oublie parfois, quand c'est facile, on commence, on gère des données, on gère des automatisations, on gère des millions de données, on gère des dizaines de milliers d'utilisateurs, et puis ça fonctionne. Mais c'est bon parfois de se rappeler pourquoi ça fonctionne, parce qu'il y a évidemment une architecture logicielle énorme, et puis il y a une architecture, une infrastructure de serveurs et de sécurité et de protection des données, de protection de tout ce qui peut exister, parce que on voit toutes nos requêtes, mais les milliards aussi de requêtes de hackers qui rentrent c'est permanent. Donc, je voulais justement, j'en profite, puisque effectivement on a des doctorants qui sont, parce qu'on est implanté en France, la partie R&D, je crois qu'on a 30% de chez nous d'effectifs qui travaillent sur ces aspects-là. On a des doctorants sur la partie DDoS, parce que vous êtes très exposés, et ça c'est développé sur des cartes FPGA, peu de gens le savent, mais ce sont effectivement des choses assez pointues, et des bénéfices que vous allez avoir sur l'évolution du DDoS, que l'on va pouvoir fine-tuner en fonction de la sensibilité. Voilà. On a eu des alertes il y a quelques temps, effectivement, d'attaques DDoS, et ça a été totalement mitigé par vos services, en fait. On a activé le mitigateur DDoS sur le firewall, et c'était géré. Ce que j'aime bien au travers de votre découverte, finalement, c'est le fait de s'apercevoir que Equans est un partenaire qui travaille avec nous, qui ne fait pas simplement de la GMAO, mais qui travaille aussi sur la vidéosurveillance, et qui a un prisme particulier avec Genetec et Milestone, qui sont les grands éditeurs de vidéosurveillance. L'un est canadien, l'autre est européen. Que ces gens-là, aujourd'hui, sont encore massivement on-premise, mais commencent à arriver dans le cloud, et donc sont assujettis, comme vous, à des problématiques Secnum Cloud. Si on prend le cas de la SNEF tout à l'heure, ils doivent travailler avec des gens qui s'appellent Citelum Cité Gestion, qui est une filiale d'EDF et qui fait de l'éclairage, qui a besoin de faire de la télémaintenance. Donc on revient à ce qu'on disait, tous ces gens-là, toutes les collectivités sont sur du fichier Excel, ont besoin d'automatiser, d'apporter de l'agilité. Région Occitanie, j'en parle pas. Donc on voit que tout cet écosystème est assez vertueux et qu'on le retrouve finalement souvent hébergé chez nous, directement ou indirectement au travers d'un certain nombre de vos intégrateurs, qu'ils soient des intégrateurs ou des gens qui font des services managés. Juste pour finir, je ne sais pas si vous avez une petite idée du nombre d'éditeurs que l'on a en Europe. 1 million. Donc si on parle d'ISV pur, on a à peu près 50 000 sociétés au niveau européen. Mais si on parle de toute la chaîne de valeur, tout l'écosystème qui travaille autour de ces ISV, ça a coupé, et comprendre que la croissance vient des cas d'usage. Et vous le voyez bien, puisque vous travaillez avec des partenaires qui ont la valeur métier, la valeur fonctionnelle, et qui vous intègrent finalement. C'est comprendre que l'attraction, la croissance, elle vient vraiment des éditeurs et moins des intégrateurs ou des global SI que vous connaissez bien, qui eux sont relativement flat. Donc le cloud, de toute manière, va s'accélérer, ces pratiques vont s'accélérer, l'APIisation, l'agentisation, l'interaction avec d'autres éditeurs, l'interpénétration, j'ai envie de dire, va être quelque chose qui va devenir relativement commun. Voilà, donc vive le collaboratif, vive l'écosystème, et c'est quelque chose de vertueux. Super. Et vive le cloud, et vive OVH, et donc et vive Benoît et notre architecture. Merci infiniment. On réapplaudit peut-être. Il est l'heure du déjeuner. On a prévu combien de temps? Pardon.
Oui, pour la présentation d'OVH, nous proposons de vous la transmettre directement par mail, si tout le monde est d'accord. Parce que n'ayant pas pu la présenter, la projeter, nous proposons de vous de la transmettre. Elle est très orientée santé, mais parce qu'on est verticalisé, je ne l'ai pas dit, je ne peux pas tout dire, mais bien évidemment, en fonction des cas d'usage, donc vous avez des cas d'usage métier, des partenariats, mais on peut aussi avoir d'autres présentations avec des angles peut-être un peu plus sectoriels. Voilà, n'hésitez pas et au plaisir de vous rencontrer. Super. Merci beaucoup. Donc, déjeuner, j'avoue que je ne sais pas logistiquement où c'est, mais c'est ici, derrière ? Sur la gauche, super. Vous suivez Sandrine. et donc, je pense qu'on si on n'est pas assis, on est debout, c'est ça ? Pardon, cocktail. Voilà, on est debout. On va avoir l'occasion d'échanger, de discuter. Merci encore infiniment à tous ceux. Cet après-midi, juste un petit rappel. On a encore présentation des partenaires APHP, Veolia, table ronde. Et on va faire la roadmap 2026. Donc, ne ratez pas ça. Et les bonnes bouteilles d'Armagnac pour la fin. Merci.